Donc merci d'être présent pour ce débat donc, qui est sur l'avionique utopique. On va faire un petit parcours de l'histoire de l'aviation et puis bon, on est en petit comité donc vous pourrez avoir toutes les questions que vous voulez. On se posera les questions sur l'avion à hydrogène, l'avion électrique, l'avion dans la science-fiction, etc. On va voir, je vais vous proposer de dire deux mots sur qui vous êtes. On a trois spécialistes de l'aviation et un auteur de science-fiction sur le plateau. On va faire un petit tour. Jérôme, tu démarres. Deux mots sur toi. Il y a un spécialiste de l'aéronautique qui est auteur de science-fiction. C'est pour ça, on n'est pas à 4. Donc je parlerai 2 fois plus que les autres. Tu as le droit de parler 2 fois plus que les autres. Donc, je suis Jérôme Darceau, je suis directeur général de l'association de préfiguration Tarmac. Tarmac avec un AQ à la fin pour Aquitaine. Donc, Tarmac, c'est un projet qui est porté par les collectivités locales et par les industriels, la création, on va dire, d'une sorte de cité des savoirs aéronautiques et spatiaux avec, dans l'idée de raconter un peu à la fois l'histoire et puis le futur de l'aéronautique et puis surtout avec pour ambition première de redonner envie. On est dans une période où l'aéronautique est beaucoup décriée, donc de redonner envie parce qu'on est aussi dans une période où la filière aéronautique et spatiale souffre énormément de problématiques d'attractivité comme beaucoup d'autres secteurs industriels. La grande différence, c'est que c'est la première fois que ça arrive à la filière de l'aéronautique spatiale défense dans ces proportions-là. Voilà, on est face à un mur technologique dont on va beaucoup parler tous les trois, mais on est aussi face à un mur RH où aujourd'hui on est confronté à un effet ciseau, c'est-à-dire à la fois d'énormes difficultés à recruter, alors que c'est une filière qui recrute énormément aujourd'hui, et une deuxième difficulté qui est à fidéliser les talents parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans la filière partent vers d'autres filières. Voilà, on en parle. Voilà. Donc c'est un des enjeux de Tarmac et pourquoi j'interviens aujourd'hui, parce que Tarmac va sortir de terre à Mérignac en face des usines d'assaut. Et que Tarmac est notre généreux sponsor du festival Hypermonde. On l'en remercie. Et donc je m'appelle Adrien Salomon, j'appartiens à Bordeaux Techno-Ouest, je suis responsable développement pour la filière aéronautique spatiale défense. Bordeaux Techno-Ouest, c'est la technopole de la métropole en charge de l'accompagnement de la filière aéronautique spatiale défense. Alors on va être les voisins de Tarmac, puisque notre bâtiment aussi sort de terre juste en face. Et donc à nous deux, on sera l'épicentre de la filière aéronautique et l'ouverture sur le territoire et puis sur les acteurs du territoire. Donc nous, chez Bordeaux Techno-Ouest, on accompagne l'innovation dans tous ces aspects. Sur la filière aéronautique, on accompagne notamment les startups, les projets innovants qui ont rapport avec les sujets du moment, la décarbonation, les nouveaux matériaux, les nouveaux usages. On travaille aussi pour la filière du drone. Donc on les prend à l'état de projet, on les transforme en start-up le temps qu'elles ont de taille et qu'elles deviennent pérennes, et ensuite, avec nos partenaires du territoire, on les installe sur le territoire en trouvant les lieux qui vont bien, les ressources humaines qui vont bien aussi. Et aussi une autre casquette que l'on a, c'est la casquette de développement économique, où on va aussi sourcer les projets de demain qui pourraient être à la recherche de fonciers, de sites d'implantation, d'écosystèmes d'implantation. Donc on rencontre toute l'année une dizaine de beaux projets industriels qui cherchent à s'implanter. La même logique aujourd'hui, essayer de témoigner de toutes les technologies, toutes les recherches, les développements qui sont passionnants et qui méritent aussi d'être alimentés de toutes les bonnes volontés, toutes les personnes bien câblées qui ont envie d'y participer. Donc l'objet aussi de notre participation à cet échange. Merci. Jean-Claude. Donc, moi, je suis Jean-Claude Dugnac. Alors, je suis un ancien d'Airbus, j'y ai passé 40 ans. Je suis un jeune retraité de moins de 2 ans. Je suis aussi expert européen dans le domaine aéronautique, et dans le domaine, disons, aussi du manufacturing, des méthodes modernes. Et donc, je suis quelqu'un qui a bossé pendant toute sa carrière, en fait, sur ces développements d'avions et sur des projets associés à ces développements d'avions. Et puis, le reste du temps, quand j'ai 5 minutes, j'écris des bouquins. Donc, je suis ici au titre d'écrivain de science-fiction, j'en ai une vingtaine derrière moi.
Et je peux vous garantir que dans mes livres, puisque c'est une question qui sera posée, on va l'évacuer tout de suite, j'ai pas d'avion, j'ai des fusées, j'ai des vaisseaux spatiaux. Donc si à un moment donné vous avez envie d'aller au-delà du système solaire vers un univers dans l'infini et au-delà, là mes bouquins vous aideront beaucoup. Moi par contre sur l'aspect purement pratique, j'ai assez peu quitté l'atmosphère, on va dire. Alors ça marque assez bien, puisque là ça avait l'air très technique la présentation. En fait on va plonger un peu sur l'histoire de l'aviation et puis des utopies qu'ont représenté les aviations, avec une première partie que va commencer... Si je puis me permettre juste de faire une remarque, quand on pose à nos âges aussi longtemps dans ce secteur-là, on ne se pose pas la question de savoir sur quelle pièce on travaille, on se pose des questions sur le véhicule global et le véhicule global dans son environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... L'avion n'existe pas sans son environnement, l'avion n'existe pas sans son futur, sans sa démarche, donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Donc on va repartir en arrière sur l'histoire de l'aéronautique et des utopies qu'elles ont représentées avec Jérôme. Ensuite on ira plus sur et demain vers quoi on va aller avec toi, et puis on terminera sur un petit peu, on ira quand même au-delà sur qu'est-ce que nous a montré la science-fiction sur les vaisseaux emblématiques des grandes sagas de science-fiction, pour se poser la question, est-ce que c'est totalement utopique ou est-ce que demain, un jour, on ira vers ça, et puis sous l'œil attentif de l'auteur. Jérôme, tu commences un petit peu de plonger vers un retour en arrière. L'idée du retour en arrière, c'est pas tant de vous faire ce dont je serais bien incapable de vous faire un cours d'histoire de l'aéronautique. C'est plus pour essayer de répondre à la question, en tout cas de poser le cadre de la question. On entend beaucoup d'interrogations autour du futur de l'aéronautique. Est-ce que l'aéronautique, est-ce que l'avion a un futur, ou est-ce que c'est, justement, pour reprendre la thématique, est-ce que c'est une utopie complète d'imaginer un futur à l'aéronautique et au spatial? Pourquoi se posent ces questions-là? Parce qu'on est face à un défi aujourd'hui environnemental gigantesque, et que finalement c'est la question de se dire, est-ce que cette industrie elle va être capable d'aller au-delà de ce défi-là? Est-ce qu'elle va être capable de relever ce défi-là? Ou est-ce qu'il y a aussi des théories qui disent que non, c'est tellement le mur ou la marche est tellement élevée que l'industrie aéronautique spatiale est incapable de relever ce défi, et que donc on va aller nécessairement vers une décroissance. Alors on va voir qu'on peut très bien finalement avoir les deux, c'est-à-dire à la fois potentiellement relever le défi technologique de cette industrie, pourrait relever le défi technologique environnemental, et en même temps connaître un phénomène d'usage moindre de l'avion. L'un n'est pas antinomique avec l'autre. On a mis quelques éléments historiques. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quand même intéressant de placer ce nouveau défi dans un continuum historique où finalement l'industrie, et notamment l'aéronautique, mais le spatial aussi, a toujours connu des sauts technologiques quasi quantiques face à des crises. L'aéronautique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, les grandes révolutions, c'est même pas évolution, les grandes révolutions, elles sont toujours liées à des périodes de crise. Alors là, vous avez quelques éléments qui permettent de voir. Vous avez un Léol en haut, l'avion de Clément Ader, donc premier vol 1890. Le brevet, je crois, est déposé en avril. Il fait le premier vol en septembre. Il vole 200 mètres. Il fait 200 mètres. On est en 1890. C'est la première fois qu'un plus lourd que l'air, officiellement, est reconnu et avéré, s'arrache du sol, réussit à voler. Alors, il va voler à une hauteur d'environ 20 cm. Il dépasse il va le mètre. dépasser le mètre par endroit, mais sur 250 mètres. Et à l'époque, c'est une révolution. Et cette nouvelle-là fait la une de la presse, évidemment, nationale, internationale. Voilà. Et donc, ça, et on voit que ça ressemble quand même, on est sur du biomimétisme, qui sont des choses qui vont revenir plus tard dans l'histoire aéronautique. Vous voyez que ça ressemble quand même à des chauves-souris. Ader a beaucoup regardé des roussettes, donc des chauves-souris, et on voit que ce qu'on appelle la voilure, c'est-à-dire les ailes de son objet bizarroïde, là, est très largement inspiré des chauves-souris. Donc là, on est en 1890. On a une photo à côté, 1909,
Ça, c'est un avion des frères Wright. Ce qui est intéressant dans la photo, ce qui n'est pas évident, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est à Pau. L'avion des frères Wright, là, il est à Pau. Alors pourquoi à Pau? Parce que la première école de pilotes dans le monde a vu le jour à Pau. Pyrénées-Atlantiques, hein, bien le Pau qu'on connaît, hein, pas un autre Pau. Alors pourquoi là-bas? Tout simplement parce que les frères Wright, à l'époque, faisaient une tournée en Europe auprès de banques et d'investisseurs pour trouver de l'argent. Ils sont venus à Paris, ils voulaient faire une démonstration auprès de l'armée. Il n'y avait pas d'armée de l'air à l'époque, hein, l'armée de l'air n'existait pas. On voulait faire une démonstration. Il y avait des conditions météo épouvantables, en tout cas pas propices à faire des essais. À l'époque, et là on revient sur le sujet de l'utopie, à l'époque, tout ce qui était les aérostiers, c'est-à-dire les gens qui pilotaient des ballons, des dirigeables, les premiers prémices de l'aéronautique et les premiers prémices des avions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Pau. Alors pourquoi à Pau? Parce qu'il y avait des conditions de ciel qui étaient extrêmement intéressantes, et donc des banquiers qui avaient tous, et toutes, beaucoup en tout cas, des résidences secondaires à Pau, ont dit il y a des super conditions à Pau, venez faire votre essai. Les frères Wright ont déplacé leur matériel jusqu'à Pau, ont fait un essai concluant, et du coup l'armée a signé un contrat avec les frères Wright, et il y a eu 2 premiers dans cette école, 2 premières personnes formées, un civil et un militaire. Un militaire qui était un capitaine de cavalerie, puisque c'est la cavalerie qui est à l'origine de l'armée de l'air en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs le militaire n'a pas fini sa formation, il est revenu plus tard, et le premier breveté pilote au monde sur un Wright, c'est un civil. Voilà, mais on voit, ce qui est intéressant surtout, on voit l'évolution entre le truc qui ressemble à un animal bizarroïde sorti vraiment d'un ouvrage de science-fiction ou d'un bouquin du Verne. On voit à côté quelque chose qui ressemble très très loin à un avion, même si on commence à identifier des pièces qui ressemblent quand même à ce qu'on connaît aujourd'hui. On commence à avoir quelques règles d'aérodynamisme. En dessous, il y a une affiche. Donc ça, c'est la vraie affiche, parce qu'il y a une autre qui circule, qui est un peu stylisée, qui a été réinterprétée plus tard. C'est l'affiche du premier meeting aérien qui a eu lieu ici, à Mérignac, et qui était le premier meeting aérien de la région. Donc ça, c'est 1910, c'est le Grand Prix, c'est la grande semaine d'aviation. Alors, là, on avait quand même affaire à des doudingues à l'époque. Là, c'était vraiment des utopistes. C'était un circuit qui tournait sur toute la France. C'était de la Formule 1, en gros, Empire. C'était Formule 1 mélangée avec les jeux du cirque. Là, sur l'étape de Bordeaux, en septembre 1910, il décollait de Mérignac, donc à peu près là où est l'aéroport, pas tout à fait, mais à peu près. On tournait au-dessus des pins, parce que comme on ne maîtrisait pas encore super bien les virages, il valait mieux décoller et tourner autour des pins au cas où on s'écrase. On s'écrase là où il n'y a personne, ça prend moins de risque. Ils sont venus faire une boucle jusqu'à la Garonne, on tournait au-dessus de la Garonne, même raison, parce que si l'avion tombe dans les virages qu'on ne maîtrisait pas super bien, il vaut mieux tomber dans l'eau que sur des maisons, et on revenait à Mérignac. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, quand on dit c'est de la Formule 1 mélangée au jeu du cirque, c'est que là, fallait vraiment avoir quand même une sacrée dose d'inconscience pour monter dans ces machins-là. C'est que sur cette épreuve d'aviation, celui qui a gagné, c'était plus qu'un challenger, il était quasiment inconnu. Pourquoi? Parce que tous, avant, étaient morts ou blessés. Tous les on va dire, les grands favoris de la compétition, au mois de juin-juillet, avaient tous eu des accidents. Voilà, parce qu'on avait quand même plus de chances statistiquement d'aller aux fraises que d'arriver jusqu'au bout. Donc là, on voit qu'on est en 1910. Et volontairement, j'ai mis à côté 1917. C'est un saut technologique énorme. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est une crise systémique, c'est une crise mondiale qui fait, malheureusement, qu'on a un saut technologique en termes d'aéronautique énorme. Là, on a un avion qui est en tôle, il est en métal. L'avion n'est plus construit en bambou ou en bois avec de la toile tendue. On a une arme qui est capable de tirer en cadence avec le pas d'hélice, qui est une énorme innovation parce que généralement, l'être humain, depuis qu'il est être humain, il a quand même la capacité à innover pour zigouiller son prochain. Là, on est capable de tirer à travers le pas d'hélice, c'est-à-dire qu'on est capable, avec l'hélice qui tourne, de tirer au bon moment pour éviter évidemment de détruire l'hélice en tirant, ce qui est arrivé au début dans les tests, mais pour faire en sorte que l'avion quand même continue à voler à peu près normalement. Ce qu'il faut savoir, en termes d'innovation, donc la guerre, effectivement, on voit, c'est 30 ans.
c'est moins de 30 ans entre le machin où quand même il faudrait payer cher pour monter dedans et le truc en bas à droite qui ressemble quand même vaguement à ce qu'on connaît, même si on voit que c'est un vieil avion, on voit quand même qu'on a à peu près les éléments qu'on va retrouver dans l'aéronautique pendant très nombreuses années. Là, on voit vraiment un saut quantique. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les premiers avions qu'on avait pendant le premier conflit mondial, c'était des avions d'observation qui n'étaient pas du tout faits pour attaquer ou pour quoi que ce soit. Pour l'anecdote, la première victoire française, la première victoire de la chasse française s'est faite au pistolet. Oui, ils se tiraient dessus comme ça. Ils se tiraient dessus comme dans les westerns. C'est-à-dire que le premier avion abattu par la chasse française, c'est un capitaine de cavalerie qui avait son arme de service sur lui. Un avion allemand est arrivé, il a sorti son arme, il a tiré, ils se sont croisés, il a tiré sur le pilote en face. Il a eu le pilote en face, l'avion s'est écrasé, il a été crédité de la première victoire de la chasse française. On se jetait des pierres. Les avions d'observation transportaient des pierres, balançaient des pierres sur les autres, enfin c'est le Moyen-Âge, hein. Ils jetaient des pierres sur les autres pour crever, comme c'était de la toile tendue, pour crever la toile pour que l'avion s'écrase. Donc on est quand même dans des conditions à l'époque technologiques, des conditions de sécurité qui sont juste délirantes. Oui, mais on a tendance à en rigoler. Mais il faut bien se dire une chose, la raison pour laquelle nous construisons des avions, nous Français, c'est parce qu'on a construit des avions. C'est-à-dire que le fait qu'en 1914-1917, vous ayez déjà des gens d'une usine Potez, des gens qui faisaient des avions, ça veut dire qu'il y avait des étudiants qui étudiaient l'aéronautique, il y avait des gens qui faisaient des cours de pilotage. Ça veut dire qu'il y avait tout en place déjà toute une notion aéronautique qui faisait qu'on faisait de la recherche dessus. D'ailleurs, ça ne s'est pas inventé du jour au lendemain. Donc, c'est mis en place une filière aéronautique, mais dès le début du XXe siècle. C'est-à-dire vraiment dès les années 1900. Et c'est parce qu'il y a ça. D'ailleurs, c'est très simple. Vous regardez les pays qui font des avions, c'est les pays qui ont fait des avions en 1900. C'est tout. Les autres n'en ont pas fait. D'accord ? Ceux qui sont, par exemple, la Chine est en train d'apprendre à faire des avions. Elle rattrape son retard à une vitesse phénoménale, mais elle est partie de très loin. Pour vous donner un exemple, le bouquin définitif sur les hélices, celui qui donne toutes les formes d'hélices qui sont utilisées dans tous les avions à hélice maintenant, il date de 1928. C'est une thèse d'un ingénieur qui après a fait un truc, mais qui a fait tous ces calculs. Enfin, et quand vous l'avez entre les mains, vous avez vraiment un machin aéronéotypé, enfin, etc. Mais on n'y peut rien. L'avion de les ATR-72, les avions modernes, etc., ils ont ce forme d'hélice. Même les hélicos qui ont des hélices modernes, etc., avec le petit fenestron et tout, ils travaillent avec ce genre d'outils. Donc c'est parce qu'il y a eu ce passé que nous avons un présent. Sans ce passé, le présent n'existe tout simplement pas. Il faut un siècle pour une industrie aéronautique comme la nôtre performante. Et monsieur, merci pour c'est exactement sur quoi j'allais conclure ma slide. Excuse-moi, je suis désolé. désolé. Non, mais c'est parfait. Je suis désolé, c'est vraiment ça. C'est que l'aéronautique, elle est inventée en grande partie en France. Les grandes innovations sont françaises. Il faut savoir qu'au sortir en 1917, la première industrie aéronautique mondiale, elle est française. C'est-à-dire que la France seule construit plus d'avions que l'Allemagne, et c'est d'ailleurs une des raisons, c'est pas la seule, parce qu'il y avait aussi des raisons technologiques, d'avance technologique, mais c'est une des raisons pour lesquelles, parce qu'on a développé une vraie industrie. On a écrasé la chasse allemande de la Première Guerre mondiale par l'innovation technologique et par l'industrie. En 17, le SPAD, qui est le Rafale de la Première Guerre mondiale, on est capable d'assembler 600 SPAD par mois. Alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est sur le Rafale à cadence, on va passer à cadence 3, quand je dis Dassault va passer à cadence 3, c'est-à-dire 3 Rafales assemblés par mois, avec en objectif cadence 4, c'est-à-dire 4 Rafales assemblés par mois. 600, alors évidemment, ce n'est pas exactement la même technologie, les SPAD et le Rafale, mais à l'époque, c'est incroyable. À l'époque, l'industrie allemande, en 18, sort 12 chasseurs par mois. L'industrie française en sort 600. En novembre de 18, c'est-à-dire fin de la Première Guerre mondiale, il y a plus de 200 000 personnes en France qui travaillent dans l'industrie aéronautique. Plus de 200 000 ouvriers, je parle que des ouvriers, 200 000 ouvriers qui travaillent dans l'industrie aéronautique. C'est-à-dire, on a vu 1890 le machin qui ressemble à rien, à une chauve-souris, qui vole sur 200 mètres. 27 ans après, moins de 30 ans après, on a une industrie qui emploie 200 000 personnes. Alors, il va y avoir un phénomène de reflux après-guerre, mais on a quand même une industrie qui est la première industrie mondiale à l'époque. Et si vous sortez 600 avions par mois, ça veut dire que vous avez une promotion d'élèves capables de les piloter en taille suffisante, parce que sinon ça ne sert à rien, s'il n'y a pas les pilotes. Et ça veut dire que des coins comme Pau, et puis en plus ça s'est mis à d'autres endroits, à Bourges, etc., il a fallu qu'en France on crée cette génération de pilotes. Ce qui était le seul pays à le faire pratiquement.
cette époque-là. Parce que même les Américains ont mis très longtemps à y croire. Ouais, et pour la petite anecdote, il y a d'ailleurs une plaque. Quand vous allez à Bacalan, à Bordeaux-Bacalan, à côté du garage moderne, pour ceux qui connaissent bien Bacalan, Bacalan était, en 1916, est devenu une zone d'assemblage des SPAD, parce que comme le front approchait dangereusement en 1916 de Paris, on a déplacé les usines. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on se déplaçait de Paris, on venait à Bordeaux, donc une partie du gouvernement, comme en 1940, alors pas avec la même issue, mais comme en 1940, une partie du gouvernement est venue s'installer à Bordeaux, et on a déplacé les usines stratégiques. Et c'est un marqueur fort. Une des premières usines considérées comme stratégiques qui a été délocalisée de la banlieue parisienne à Bordeaux, c'est de l'assemblage d'avions. Alors pourquoi on a choisi Bordeaux et pourquoi Bacalan? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà un savoir-faire du rivetage pour les bateaux, puisque Bacalan, on savait rifter des bateaux, il y avait un chantier naval. Et donc on a déplacé à Bacalan parce qu'il y avait ce savoir-faire sur le territoire de Bordeaux et de la métropole, de Bordeaux métropole. Et donc on assemblait des avions à Bacalan. Il y a une plaque à côté du garage moderne, et puis ils repartaient la plupart du temps par convoi ferroviaire vers le front. Et si vous me permettez une petite anecdote aussi pour relier ce que tu disais sur l'hélice et puis sur justement ce passé aéronautique et qui est encore présent sur le territoire. L'avion qu'on a vu tout à l'heure, donc le SPAD, mais aussi l'équivalent anglais, le Sopwith Camel, était équipé d'une hélice qui s'appelle l'hélice Éclair, qui a été conçue par un jeune ingénieur qui s'appelait Marcel Bloch, qui est ensuite devenu Marcel Dassault, et qui a arrêté de faire des hélices pour faire carrément tout l'avion, avec son savoir-faire aérodynamique. Et alors, l'anecdote veut qu'il a vu, on ne sait pas si c'est du storytelling, comme on dit en bon français aujourd'hui, l'anecdote veut qu'il était dans sa cour de récréation quand Clément Ader, alors un peu plus tard que ce qu'on a vu en 1890, faisait des essais et qu'il aurait vu voler une évolution de l'Éole, qui était le nom de l'avion bizarroïde qu'on a vu tout à l'heure. Il a vu voler au-dessus de sa tête dans sa cour de récréation en région parisienne un éole et il s'est dit c'est ça que je veux faire. Est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. On a avancé un peu parce qu'on est en 1919 et on est en 4484. Voilà, on va aller très très vite. On a quelques dates, mais pour voir l'entre-deux-guerres, 1919, ça permet de voir technologiquement qu'on n'est quand même pas encore super au point. Ça, c'est l'arrivée du premier vol transatlantique que vous avez en bas. 1919, c'est 2 pilotes de chasse anglais. Bon, ils ont décollé, ils ont eu quelques soucis à l'atterrissage, mais c'est pas Lindbergh qui a traversé en premier, ce sont ces 2 pilotes anglais qui, malheureusement pour eux, ne sont pas passés à la postérité. Mais voilà, et puis parce qu'ils ont eu un atterrissage un peu compliqué, mais ils en sont sortis vivants. Ils étaient vivants tous les deux, évidemment, ils ne sont plus vivants aujourd'hui. Et j'ai mis 2 autres photos, 1927, ça c'est Mermoz, c'est évidemment l'épopée de l'aéropostale, parce que c'est une période importante, et on voit que c'est encore quand même des Français qui vont, on l'a dit, c'est pas les premiers à traverser l'Atlantique, en revanche, ça va être les premiers à faire des liaisons commerciales régulières, à commencer à poser les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'était pour le courrier, c'était un peu aussi, on pouvait transporter aussi des personnes. Et en transport de personnes, au-dessus, ce que vous avez, ce n'est pas un photomontage, c'est une vraie photo. C'est l'étang de Biscarrosse avec un hydravion. Alors pourquoi l'étang de Biscarrosse et un hydravion? Parce que on parlait de transatlantique à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, pour transporter du public. On utilise énormément les hydravions parce qu'on n'est pas super au point pour poser des gros porteurs sur du dur, on ne sait pas bien faire, on ne sait pas faire du tout même. Et que accessoirement, on se dit, s'il y a un problème en traversant l'Atlantique avec un hydravion, on a peut-être des chances de se poser sur l'eau. C'était quand même proche de zéro, mais on espérait pouvoir comme ça se poser. Alors pourquoi Biscarrosse? Parce que on le sait assez peu, mais la ligne Paris-New York, c'était pas du tout Paris-New York, c'était Biscarrosse-New York. On décollait, on venait depuis New York, on se posait à Biscarrosse. À Biscarrosse, il y avait les hôtels de luxe qui accueillaient les personnalités qui venaient en Europe, qui passaient la nuit généralement à Biscarrosse. Après, on les remontait en taxi jusqu'à Bordeaux et de Bordeaux, ils prenaient le train jusqu'à Paris. Voilà, donc en fait, on faisait New York-Biscarrosse, Biscarrosse-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Voilà, et donc pendant très longtemps, même après-guerre, on a eu beaucoup d'hydravions. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, il y a un très chouette petit musée à Biscarrosse qui raconte l'histoire de l'hydraviation et qui raconte l'histoire de l'hôtellerie de luxe qu'il y a eu à Biscarrosse. Et puis, pour finir, et je passerai la parole à Adrien, on voit encore une fois
On a parlé, les premiers sauts quantiques, Première Guerre mondiale, les deuxièmes sauts quantiques, évidemment, Deuxième Guerre mondiale. À droite, vous avez le premier avion à réaction, qui est un avion allemand. Alors, il y a eu des tests bien avant. Il y a Corda, notamment, qui a théorisé l'avion à réaction, qui a même fait des essais. Mais le premier vrai avion, le premier vrai avion à réaction qui fonctionne et qui a un vol complet de test, c'est 1939. C'est un avion allemand, c'est la Luftwaffe. Et les premiers avions qui participeront vraiment à des combats, on est fin 44, on est courant 44, où on a tout cet armement-là et toutes ces innovations-là qui arrivent plutôt d'Allemagne, mais qui auront du mal, qui n'auront plus la capacité à les produire, fort heureusement, notamment ça c'est une maquette, c'est pas un vrai que vous avez sur la photo de 1944, c'est une reproduction d'un V2, mais, et je passerai la parole à Adrien, c'est quand même encore une fois la démonstration par l'affreux ou par l'horrible, et pas par l'absurde, du fait que c'est une deuxième crise, et qui est là encore une fois une crise systémique, une crise mondiale. On aura après une troisième crise dans l'aéronautique qui va être le choc pétrolier, mais on voit que là on a une crise mondiale qui va faire naître des innovations, vous le savez tous, tous les programmes spatiaux, que ce soit les programmes russes, que ce soit les programmes américains, mais aussi les programmes spatiaux français, ce sont des ingénieurs allemands issus de l'industrie allemande et de l'industrie nazie, notamment ceux qui avaient participé à la mise au point des V2, qui étaient les premiers missiles balistiques et qui ont donné naissance aux fusées. Avec les Russes qui avaient les leurs. Oui. Pardon ? Il y avait que les Russes qui avaient les leurs. Qui avaient les leurs et qui ont quand même rapatrié un certain nombre oui, mais ils avaient Tchaikovsky, ils avaient toute l'école qui avait été faite, il y avait déjà du monde. Mais c'est vrai que les Allemands dominaient le monde à ce moment-là. Dominaient le monde sur les quand vous lisez, ils avaient pris la leçon en 14-18, ils se sont fait bananer parce qu'effectivement ils ont eu en phase 2 une technologie qui les a écrasés, une technologie aéronautique, et ils ont dit plus jamais ça. Et ils ont mis l'argent alors que la France n'a pas fait. Et donc la France s'est retrouvée complètement en retrait en 39-45 sur les aspects chars, c'est clair, et sur les aspects aviation. Et ça en était à un stade d'ailleurs où les avions allemands allaient tellement vite que les Français ne savaient pas leur tirer dessus, parce qu'ils passaient trop rapidement, les gens n'avaient pas le réflexe. Alors, on va faire un saut dans le temps et on revient à peu près à nos temps présents pour voir la suite, nouvelle crise environnementale, nouvelle utopie, vers quoi on va. Et d'ailleurs, alors pour pas que le saut soit trop brutal, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'entre la Seconde Guerre mondiale et 2022, il se passe quand même pas mal de choses, mais avec des rythmes assez différenciés. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme on était en train de commencer à le dire, on a un enchaînement très rapide de différentes générations d'appareils qui rentrent en service. On passe de l'hydravion qui est remplacé très vite par des avions multimoteurs qui ne sont plus des hydravions, donc toute la filière hydravion se casse un petit peu la figure, remplacée par ce qu'on a connu, par exemple le Super Constellation, le Stratocruiser. La Caravelle. Alors, et justement après, très rapidement, donc sur un temps très court, on a 10 ans de fonctionnement de ces avions-là, et l'arrivée des avions à réaction, donc le Boeing 707, la Caravelle, le Comet anglais, le Davian Comet, et donc on a une filière aéronautique qui sait facilement englanger les différents claquets. Tu sais que une des raisons du succès de la Caravelle, parce que ça a été un succès commercial important, c'est M. Lindbergh justement, qui a à un moment donné, lors d'une visite en France, a vu la Caravelle, l'a testée et a téléphoné à une compagnie aérienne américaine, je crois une des plus grosses, je ne sais plus laquelle c'était, en lui disant « I think I got your bird » et en disant « Je crois que j'ai trouvé l'avion dont tu as besoin ». Et c'est comme ça qu'ils nous ont acheté plein de Caravelles. Et je crois qu'il a fait ça aussi avec le Falcon 20, qui était venu voir à Mérignac, justement, et qui a été le client de lancement via la Paname pour une utilisation fret d'un avion d'affaires initialement envisagé par Dassault. Donc il se passe pas mal de choses et on arrive dans les années 70 avec les dernières itérations, l'Airbus A300, le Boeing 747, le Concorde, et on va rester sur un modèle qui va assez peu changer, modèle de transport aérien qui nous emmène jusque dans les années que l'on vient de traverser les dernières années, avec les hubs, avec le low cost, avec un petit peu tout ça qui est aujourd'hui souvent décrié, parce qu'en même temps ça a permis aussi de massifier le transport, le tourisme,
donc d'augmenter les flux. On était arrivé à une maturité de la filière dans les années 90 en matière de transport aérien, et puis des petits génies ont eu l'idée de casser les coûts et de créer le low cost avec des augmentations de trafic des fois à 2 chiffres sur les 17-20 dernières années. Donc on arrive aujourd'hui à un moment où ce modèle n'est plus forcément compatible avec les ressources limitées, les enjeux de réduction de l'impact environnemental. Donc on a cette impérieuse nécessité de trouver de nouveaux relais technologiques pour pouvoir continuer de voler, même éventuellement en diminuant nos trafics, parce qu'on ne pourra pas forcément garder les mêmes niveaux dans les années à venir. Donc on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'avions décarbonés. Alors décarbonés, c'est pas forcément toujours le bon terme, mais plutôt bas carbone. On a un avion qui vole aujourd'hui, un avion électrique, c'est le seul qui est certifié, c'est le Hélice Electro qui vole depuis 2020. Qui est un avion qui vient d'Europe de l'Est, qui est un peu le précurseur. Alors, on va me dire, avec 2 personnes à bord, c'est compliqué de faire, et puis 30 minutes d'autonomie, c'est compliqué de faire du transport aérien. Mais il montre la voie à des avions qui devraient arriver massivement sur le marché sur la période 2024-2026. Tous les projets qui ont été enclenchés ces 10 dernières années ont cette date butoir, parce que la technologie, les brevets, les développements, globalement, ont tous été menés en parallèle et nous amènent sur ces dates-là. Donc vous avez des sujets qui sont essentiellement régionaux sur la carte. Vous avez l'avion de Volt Aero qui va être fabriqué à Rochefort. En dessous de lui, l'avion de Beyond Aero qui cherche encore son territoire d'implantation mais qui devrait être dans le sud-ouest de la France. Alors ce sera peut-être Bordeaux, peut-être Toulouse, c'est à voir. Les Anglais de Zero Avia qui fonctionnent avec en fait un principe qui est assez simple. C'est plutôt que de fabriquer un avion nouveau, pour gagner du temps, on va rétrofiter des avions qui existent déjà. Donc là, on est sur des technologies hybrides, hydrogène. On a aussi un autre acteur qui est basé à Toulouse qui s'appelle Universal, ce sont des franco-américains aussi qui sont basés sur ces technologies-là. Donc on prend des avions existants, en l'occurrence par exemple l'ATR qui devrait voler d'ici 2026, un avion qui existe depuis 30 ans maintenant. Et on remplace ces moteurs par des moteurs électriques et à l'arrière on met des packs d'hydrogène et des piles à combustible pour transformer en électricité. On a au-dessus l'avion de Maupoussin qui est fabriqué dans l'est de la France, du côté de Belfort. Donc ça, c'est l'Alcyon qui est fabriqué, qui est en cours de développement. Et au-dessus, ce sont les Suédois de Hertz Aerospace qui fabriquent le ES-30 et dont Air Canada vient de signer une commande pour les premiers exemplaires. Vous allez vous dire, mais attendez, où sont passés Boeing, où sont passés Airbus, les grands avionneurs historiques? Alors ils prennent un peu plus leur temps, mais parce qu'ils sont aussi peut-être un petit peu moins agiles, et puis ils ont le passif de l'histoire, ils doivent continuer de produire les avions qui sont déjà développés. Et les startups, elles ont moins ce passif-là, donc elles peuvent partir d'une page blanche. Oui, c'est un point important à signaler. Airbus, pour vous donner une idée, fabrique de l'ordre de 7 à 800 avions par an. Des gros avions, je veux dire, et à un carnet de commandes de pratiquement 10 ans. C'est ça. Donc, on a une espèce de passif énorme. Sachant que quand j'ai été embauché, on produisait, l'objectif était de produire, c'était début des années 80, un avion par jour ouvrable. Donc, on était à genre 250 avions par an, et les syndicats s'arrachaient les cheveux en disant ça ne sera jamais possible. Puis, on est passé à un avion par jour. Donc 365 avions par an, les syndicats se sont arrachés les cheveux, on se demandait comment il leur en restait d'ailleurs, pour dire on n'y arrivera pas. Puis maintenant on est entre 7 et 800, clairement, avec des situations, alors on a multiplié les usines, on a multiplié les assemblages, tout ça parce qu'il y avait un carnet de commandes absolument phénoménal, avec des compagnies qui payent des surcoûts pour dire moi je voudrais quand même que ce soit livré dans 3 ans. Vous avez le moindre choc pétrolier, vous avez intérêt à changer vos avions parce que le nouvel avion il consomme beaucoup moins. Et que vous allez rentrer dans vos fonds, mais très rapidement. Quand j'ai dit très rapidement, c'est vraiment très rapidement. Donc à ce moment-là, on leur dit, oui, mais vous avez 10 ans à attendre. Et vous répondent, non, je ne peux pas. Donc on est obligé d'être, même si c'est très compliqué, d'ajuster nos trucs en permanence. On considère que chaque génération, c'est 20 à 25% de gains. Aujourd'hui, la difficulté auquel on est confronté sur les problématiques de réchauffement et d'émissions de gaz à effet de serre, les avions, finalement, sont de plus en plus performants,
mais il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à la fin de l'exposé technique d'Adrien, mais une des problématiques à laquelle on est confronté par rapport à comment l'industrie aéronautique va réussir à se réformer pour être dans les clous de ce qu'elle a promis pour 2035, c'est qu'on a des avions qui sont de plus en plus performants, il y a de l'innovation, je pense qu'on peut peut-être expliquer, d'ailleurs, tu pourras expliquer tout à l'heure sur les problématiques que génèrent à court terme les avions à hydrogène, ou les potentiels avions à hydrogène. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de monde en dehors de l'Europe et de l'Occident qui voyage ou qui veut voyager. On a, et ça va poser dans les 20-30 ans à venir, tout un tas de problématiques différentes. C'est qu'on a de plus en plus de gens qui veulent voyager, de plus en plus de gens qui voyagent notamment en Asie. On va avoir aussi un choc industriel très important. On a un constructeur chinois qui s'appelle Comac, qui a déjà certifié ses premiers avions. On l'a dit tout à l'heure, ils avancent à marche plus que rapide. Il y avait quasiment zéro industrie aéronautique, pour ne pas dire zéro. Je dis bien aéronautique, pas spatiale, c'est différent. Mais ils avaient quasiment zéro industrie il y a 15 ans. Et là, ils sont en train de sortir des monocouloirs et qui sont... Ils font l'équivalent des A320. Je crois qu'il est certifié, c'est un monocouloir. C'est d'ailleurs un avion comme A320, c'est-à-dire qu'il y a un couloir au milieu, des sièges de chaque côté, c'est ce qu'on appelle un monocouloir, parce qu'il n'y a qu'un seul couloir de circulation pour les gens. Voilà. Donc ils sont allés extrêmement vite avec un avion où les deux constructeurs qui partagent le marché, Boeing et Airbus, peuvent s'inquiéter pour les années à venir. Ouais, il faut se dire aussi que ce duopole Boeing-Airbus, qui a été la norme ces 30 dernières années, ces 40 dernières années même, en gros bloqué l'arrivée de nouveaux acteurs. Donc Sukhoi a tenté, Embraer a tenté, là Comac tente aussi, mais c'était bloqué. Il y a quelques années, Boeing a été en difficulté sur plusieurs de ses avions, notamment le 737 MAX, qui a connu des déboires, excès de confiance de la part des ingénieurs d'Airbus et des cadres de Boeing, qui se sont retrouvés à auto-certifier un avion avec la confiance de la FAA, mais qui a connu plusieurs crashs catastrophiques. Donc, affaiblissement de Boeing, Airbus qui prend le pas, mais à côté de ça, une place qui est laissée pour de nouveaux avionneurs, et Comac est en train de s'engouffrer dedans, avec des avions qui, jusqu'à présent, l'approche des Chinois, c'était de la rétro-ingénierie. Ils reprenaient des brevets, des technologies, des concepts russes, parfois européens, notamment sur les hélicoptères. Là, ils arrivent avec des nouveaux produits, des choses qui sont des développements qui leur sont propres. Donc vraiment une nouvelle donne qui est importante. Et dans ce cadre-là, je reviens sur mes avions, et notamment celui qui est tout en haut, l'Airbus 0E. En fait, 0E, c'est toute une gamme d'avions pour Airbus, avec à court terme un avion qui ressemble assez fort à l'ATR, l'ATR 72, donc, qui devrait voler en 2035. C'est un avion hydrogène. On a aussi en parallèle sur des réflexions d'Airbus un avion qui est un petit peu plus gros, qui arriverait vers 2040, mais plutôt sur la gamme du 330, 350, donc double couloir, capable de faire du transatlantique. Et là, on le voit, Airbus est quand même assez honnête sur ses visuels. Vous voyez à l'arrière de l'avion, ce sont les réservoirs hydrogène. Donc on voit bien par rapport à un avion classique aujourd'hui, la moitié du fuselage est occupée par les réservoirs hydrogène. Ça change la donne en termes de modèle économique. Et là aussi, ça veut dire une transition sur les compagnies qui exploiteront ces avions-là, et forcément une transition sur le prix. Il faut expliquer un peu la raison. C'est tout simplement que le kérosène, qui est actuellement le carburant des avions, c'est la quantité d'énergie maximale par mètre cube. C'est vraiment un truc, on n'a rien dépassé. L'hydrogène, c'est 4 fois moins que ça, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Même si c'est moins lourd que le kérosène, pas de beaucoup, il faut beaucoup plus de réservoirs d'hydrogène pour alimenter la même quantité d'énergie pour que l'avion vole sur le trajet. Donc les réservoirs, il faut bien les mettre quelque part. Et le problème, c'est que comme les réservoirs, ça a du poids, et en plus, il faut les faire assez épais parce que l'hydrogène, c'est quand même un produit un peu dangereux, il faut contrôler. Donc ces réservoirs ont du poids, donc il faut encore plus de poids, encore plus d'hydrogène pour transporter ce poids. Enfin bref, on a des trucs qui sont énormes et il faut trouver un moyen de les caser. Donc soit on part avec des avions qui ont des formes comme ce qu'on connaît, et à ce moment-là, effectivement, on a moins de place pour les passagers, on a moins de place pour les bagages, et ça fait comme sur le dessin, c'est-à-dire ça fait des grands réservoirs à extrémité, ou on réfléchit à de nouvelles formes.
par exemple une aile volante, où à ce moment-là, on peut mettre les réservoirs aux deux extrémités et on met les passagers au milieu et on arrive quand même à mettre un nombre de passagers suffisant. Mais une aile volante, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement adapté à tous les aéroports, qui n'est pas adapté aux pistes d'atterrissage. Sur les bords des pistes d'atterrissage, vous avez plein de petits machins, par exemple, qui contrôlent. Vous avez une aile volante qui passe, elle va déborder de tous les côtés. La première fois, ça va ratiboiser pas mal de trucs. Enfin, vous voyez, c'est des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que c'est facile de dire on va passer à un nouveau type de carburant, mais ça entraîne énormément de choses. Ça entraîne que les aéroports, au lieu d'avoir des réservoirs de kérosène et des pompes à kérosène, qui sont des choses qu'on maîtrise, vont avoir des réservoirs d'hydrogène et des pompes à hydrogène. Or, ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même façon de faire. Vous voyez, ça prend du temps. Le gros problème, c'est que nous avons déjà un existant, et cet existant, il est très important, et il faut du temps pour adapter cet existant à d'autres nouvelles technologies. Ça, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que par rapport, si on va plus loin par rapport à tout ce qui est imaginaire, la science-fiction, ça fait 50 ans, grosso modo, que l'avion, ça a la même forme. Ouais. Ce qu'on appelle la forme en croix. Voilà, c'est une forme en croix, ça fait 50 ans que ça a la même tronche, ça fait plus rêver personne quand même. C'est en gros, on prend l'autobus, je caricature à peine, mais même s'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais pris l'avion, c'est rentré complètement ça a une valeur d'usage, ça ne fait plus rêver comme ça pouvait le faire à une époque. Il y a toujours des gens qui ont cette attirance pour l'objet volant, mais dans sa forme, il n'y a plus de révolution de forme. On n'est plus dans des choses qui appellent l'imaginaire. Et ce qui est assez intéressant avec les révolutions technologiques qui vont venir, c'est que, comme tu l'as dit fort justement, aujourd'hui on est obligé de s'adapter à des trucs qui existent déjà pour faire la soudure, mais qu'on peut s'interroger sur la forme qu'aura l'avion dans 50 ans ou dans 80 ans. Il est fort probable que ce sera pratiquement la différence entre le visuel qu'on a vu d'Éole et les avions qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que ça aura des formes qu'on a même peut-être du mal à imaginer aujourd'hui, à part dans des bouquins de science-fiction. Ouais. C'est la raison pour laquelle Boeing et Airbus ne sont pas forcément les acteurs les plus en pointe sur l'avion de demain, parce que ils ont des bureaux d'études, des gens qui sont dans des carrières depuis 30, 40 ans. Qui sont formatés, tu peux le dire, effectivement. On a l'habitude, pour nous, un avion, c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Alors on l'améliore, on travaille dessus, mais on sait que les progrès, pour nous, par exemple, viennent des moteurs, ne viennent pas de la forme du fuselage. Ça, on a fait tout ce qu'on a pu. Alors, on change des matériaux, on essaie de rendre les choses plus légères, mais on sait bien qu'on aura une croix, quoi, à la fin. Enfin, on le sait. Alors que je peux vous garantir qu'il y a un bureau d'études à Airbus et qu'on a étudié des formes mais complètement fascinantes. On a étudié des soupes volantes, on a étudié des ailes volantes. Mais c'est des bonnes idées. On a étudié des fuselages portants, c'est-à-dire des trucs qui ont pratiquement pas d'ailes. C'est une espèce de carré assez plat, mais ça repose sur le... Et alors, l'inconvénient, c'est que ça vole un peu comme ça, donc ça se fout un petit peu, et ça surfe un peu. Mais c'est économiquement, c'est intéressant. De la même façon, on n'en a pas parlé, qu'on réfléchit à mettre les avions en caravane, les uns derrière les autres, pour qu'ils bénéficient, que chacun bénéficie de l'aspiration du précédent. Alors, c'est compliqué à gérer, parce que ça veut dire que vous avez des avions de tout un tas de compagnies différentes qui s'entendent pour faire la queue leu, quoi. C'est aussi, il faut bien s'arranger pour qu'il n'y ait pas un tout petit avion derrière un gros, parce que ça donne des résultats intéressants. De même que je vous garantis que quand vous allez dans un grand aéroport type Chicago, l'ordre de poser les avions, puisqu'ils se posent un comme ça, puis un comme ça, puis un comme ça, etc., on fait très attention, parce qu'il est arrivé une ou deux fois qu'il y a un gros qui arrive comme ça en catastrophe, il y en a un petit qui est arrivé, qui avait comme ça, et puis qui s'est retrouvé sur l'air. Non, je pense sérieusement. Donc tout ça, on y réfléchit, mais c'est vrai que pour l'instant, on est quand même coincé dans un modèle, celui qu'on a appris à l'école, celui qu'on a vu en stage, celui qu'on a vu ensuite dans Airbus, qui est le modèle en croix, c'est clair. Et comment sortir de ça? Ça veut dire une génération à qui on dit imaginez. Et imaginez, les Américains, quand vous avez des Américains qui font des fusées en disant on repart complètement à zéro, vous avez une société, Elon Musk, qui crée un truc qui dit moi j'oublie tout ce qui a été fait, lâchez-vous les mecs, faites-moi, soyez à la pointe, prenez tous les risques possibles. Parce que économiquement, on te dit changer de mode, c'est prendre un risque. Eh bien, à Airbus, on te dit il y a la notion de risque raisonnable. Chez Boeing, c'est pareil. On doit progresser, on doit innover, mais il faut que le risque reste maîtrisé. On ne court pas le risque que tout s'effondre. Tandis que vous avez des sociétés qui arrivent, des startups qui disent mais nous, on a plein de trucs, on a plein de technologies entièrement nouvelles, on va capitaliser dessus en sachant que ça met en l'air tout le précédent et on part sur autre chose. C'est un sacré risque, mais quand ça marche, et dans le cas d'Elon Musk, ça a marché pour un certain nombre d'objets, ça donne des résultats absolument afférents. Et avec la question, ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que tu pourras en reparler, mais sur le schéma que tu montrais sur 2040,
avec les réservoirs d'hydrogène, Celui-là, ça remet aussi en cause le modèle économique aujourd'hui qu'on connaît des low cost. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Adrien, ça veut dire beaucoup moins de place. Donc moins de place, ça veut dire moins de personnes transportées. Moins de personnes transportées, mécaniquement, le prix du billet, c'est plus le même. Donc il y a une vraie interrogation, je ne sais pas tout à l'heure on en parlait, tu peux peut-être en dire un mot, mais il y a une vraie interrogation sur le modèle que l'on connaît aujourd'hui, mais qui remet ça même, c'est même pas une logique uniquement de modèle économique, c'est même une logique de manière dont on voyage. Combien de temps est-ce que les low cost, est-ce qu'aujourd'hui, et je pense qu'on a tous la réponse, est-ce que le modèle du low cost que l'on connaît, 30 balles pour aller à l'autre bout de l'Europe depuis Bordeaux, est-ce que c'est une bulle qui va finir par exploser parce qu'il n'y a pas de réalité économique, ou est-ce qu'elle va continuer? Mais quand on voit ce qui arrive, on peut légitimement s'inquiéter c'est ça, pour la suite. Très clairement, lorsqu'on se projette un petit peu, ces 17 dernières années, je dis bien 17, et pas une de plus, pas une de moins, tous les développements, et notamment par exemple le développement d'un aéroport comme celui de Bordeaux, a été basé sur le low cost, où il a fallu faire rentrer des fois au chausse-pied, quelque chose qui était assez incongru pour les transporteurs traditionnels. Donc aujourd'hui il y a un point de basculement, et là on voit bien les chiffres du low cost cet été étaient excellents. Il y a une reprise, certainement que l'année prochaine sera pareil, parce qu'il y a un effet rattrapage des 2 années de Covid qu'on a connu. Mais avant le Covid, on commençait déjà à avoir une remise en cause de ce modèle-là. Et aujourd'hui, ces 2 années, il faut en profiter pour essayer de basculer, de switcher sur de nouveaux modèles économiques pour éviter à un moment donné une rupture qui soit non pas voulue, mais imposée par la société. Donc il faut arriver à changer ça. Les avions que vous avez sous les yeux permettent de faire une transition, mais il faut aussi une transition du modèle qui va les exploiter. Et ça, c'est vraiment important. Et sortir aussi justement de ce conservatisme qui s'est installé dans cette filière. C'est étonnant, hein. On a une filière qui a 100 ans, donc une des plus jeunes filières industrielles qu'a créé l'humanité, mais sur ces 20-30 dernières années, on est rentré dans un processus itératif où on partait de modèles qui existaient déjà. Et là, on est vraiment à un point de rupture technologique, et il faut franchir le pas. On a parlé de chez beaucoup de gens que l'on côtoie, nous, chez TechnoEst, des start-upers, sont beaucoup de jeunes, voire des fois des moins jeunes, qui au sein des grands groupes n'ont pas trouvé la bonne oreille pour pouvoir développer de nouveaux modèles. Ils sortent de chez Airbus, de chez Safran, de chez Dassault, de chez Ariane Group, parce qu'ils voient bien qu'il faut repartir d'une page blanche, et que cette page blanche, elle s'écrit au travers de modèles tels que les startups. Et ce modèle-là, l'aviation a du mal aujourd'hui à embrayer sans passer par les startups. Et en fait, il y a un modèle qui a été développé. Alors, il y a d'autres visuels que je vous ai montré, c'est l'Urban Air Mobility, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. On va accélérer parce que je pensais qu'il n'y avait pas de conférence après, on me souffle dans l'oreillette, et dans 15 minutes, il y a une autre conférence. Donc... Non, mais je parlerai rapidement de la site d'après, avec une filière. J'avance. Ouais. Une filière qui, elle, est en train de réaliser sa mue, et ça, c'est important, et l'aviation aussi doit suivre ce modèle-là. C'est le spatial. Le spatial, depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune, on a eu après la navette spatiale. En gros, à la fin de la guerre froide et de l'opposition entre les 2 blocs, on est un petit peu redescendu en termes de rêve, en termes de perspective de développement. Il y a quelques temps, il y a quelques années, le spatial est redevenu à la mode parce que les besoins ne se sont jamais éclipsés. En termes de communication, en termes d'accès à l'espace, et encore une fois, des petits génies, en l'occurrence Elon Musk avec SpaceX, a remis ça sur des devant de la scène, et a créé, de la même manière qu'il avait fait sur l'automobile, des choses un petit peu charismatiques qui ont réenchanté le grand public, avec un récit de l'homme qui revient dans l'espace, et qui va même un petit peu plus loin. Et ça enthousiasme beaucoup de gens, ça enthousiasme beaucoup de jeunes, des moins jeunes, et qui retrouvent le récit que, par exemple, la NASA ou l'Agence spatiale européenne n'ont pas su alimenter à la fin de la guerre froide.
Donc on a un retour là-dessus. Les institutionnels classiques, les grands groupes se mettent dans cette logique-là. Par exemple, Ariane Group a lancé MayaSpace, qui est un peu la start-up Ariane Group, qui va développer de nouveaux lanceurs, des micro-lanceurs réutilisables, comme celui de SpaceX. Ariane Group, lors de la conférence internationale d'astronautique la semaine dernière, a dévoilé le module SUSI, qui va être un petit module qui permettra de retourner dans l'espace et de revenir, faire l'expérimentation, emmener des choses, les ramener. Voilà, il y a tout ça. Dans nos murs aussi, chez TechnoWest, on a une petite start-up qui commence à devenir une grosse start-up qui s'appelle Exploration Company, qui développe un module que vous avez en bas, le X. Et ce module-là, dans un premier temps, alors déjà, ils ont un démonstrateur qui vole avec le premier vol Ariane 6 en début d'année prochaine. Et l'objectif, c'est d'avoir un laboratoire pour faire de l'expérimentation à bas coût en orbite, mais aussi dans un second temps d'aller ravitailler la Station Spatiale Internationale, l'ISS, voire les autres stations spatiales qui sont projetées en mode cargo, et aussi transporter des gens en orbite, mais aussi transporter des gens sur la Lune, puisque ce module se décline aussi en véritable capsule Apollo. Donc on a tout ça, et puis il reste encore des choses à écrire. Alors c'est dommage, là vous ne voyez pas forcément, mais il y a aussi des projets qu'on espère bordelais, de lanceurs aéroportés avec une start-up qui s'appelle DarkSpace. Et il reste encore à écrire des choses avec par exemple le voyage lointain. Donc là c'est le petit module d'Interstellar qui permettait de faire des voyages lointains. Ça, il reste encore à écrire cette histoire-là pour retourner... aller aux confins de la Voie lactée et puis à retourner sur Mars. Et puis aussi on avait l'ascenseur spatial du début de Ad Astra. Faut savoir aussi que moi j'ai vu ça au niveau des projets européens, j'ai expertisé un projet européen, et il y en a plusieurs sur ce sujet, qui veulent carrément fabriquer des modules pratiquement gonflables, assemblables dans l'espace en orbite pour faire des hôtels, pour faire des résidences secondaires, etc. Avec l'idée de développer quelque chose qui n'existe pas mais qui fait rêver tout le monde, c'est une espèce de tourisme spatial. Après tout, aller passer 48 heures en orbite, regarder la Terre depuis l'orbite puis redescendre, c'est une chose dans la mesure où c'est un prix raisonnable. Il y a un certain nombre de gens qui pourront se le payer et puis qui auront envie de se le payer. Et ça, ça veut dire aussi que technologiquement, on réfléchit à quelque chose qui est aussi utopique, parce que vous avez des gens qui vous disent, des ingénieurs qui sont jeunes, qui vous disent, mais plus il y aura de gens qui verront la Terre depuis l'orbite, plus on se rendra compte que la Terre c'est tout petit et c'est fragile, plus il y aura de paix et plus il y aura d'individus actifs pour dire il faut arrêter de faire des guerres ou des bagarres pour des trucs à la con, réfléchissons en termes de planète. Et les gens disent, nous allons sauver le monde, peut-être, grâce à la conscience que l'on apportera grâce à ça. Mais vous avez ce genre de discours. Il faut savoir que cette rupture-là, elle vient aussi d'une nouvelle génération qui dit, il faut changer le monde, et changer le monde, ça veut dire repenser les besoins, mais repenser aussi les solutions. Et c'est vachement intéressant. Toi, tu dois en voir dans tes startups plein. Et je suis effectivement ce que tu décris comme phénomène de gens qui quittent Airbus à 35 ans par frustration, même avant, en disant moi je débarque, j'ai plein d'idées, j'ai une thèse qui me dit que ça c'est possible. Et puis j'arrive à Airbus, on me dit attends, on n'a jamais fait ça. Avant qu'on fasse ça, il va falloir montrer que, puis ça n'a pas été inventé ici, etc. Ce qui est la réaction classique. À ce moment-là, c'est vrai que je craque et je vais faire autre chose. Et cette génération-là qui se prépare, c'est une génération qui a des moyens de réflexion, des moyens de calcul et des moyens d'imagination absolument phénoménaux, et qui donc va arriver avec une façon différente d'aborder les choses, qui va transformer le monde en profondeur. On a tendance à l'oublier aussi, si vous faites une industrie aéronautique à l'hydrogène, il va falloir en produire de l'hydrogène. Et actuellement, produire de l'hydrogène, c'est pas si facile que ça. Donc, ça va changer le monde un peu. On est aussi ici à Mérignac, en Nouvelle-Aquitaine, un territoire de défense, donc d'activité de défense et d'aéronautique de défense. Vous pouvez faire une petite slide pour vous parler un petit peu de ça et faire un lien justement avec la science-fiction. Quand on regarde des récits de science-fiction un peu grand public, on pense à Star Wars, on pense à Battlestar Galactica ou à Stargate, où on avait des vaisseaux spatiaux qui faisaient du combat spatial. Et des fois, on peut se poser la question, mais quel
quel est le lien à un moment donné avec les avions de combat que l'on a aujourd'hui? Vous avez les trois principaux en haut à droite, le Rafale, le F-35, l'Eurofighter, d'ailleurs c'est encore un Rafale. Les avions en science-fiction, c'est des avions qui sont multimilieux, qui passent de l'atmosphère, qui vont ensuite combattre autour de l'étoile noire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, toutes les activités défense sur ce type de matériel restent dans l'atmosphère. De toute façon, il y a des traités internationaux qui empêchent la militarisation de l'espace. Mais il y a quand même quelques développements qui sont faits qui intéressent les acteurs aéronautiques de défense. Je pense par exemple à un X-Wing. Alors, le X-Wing, quand on le regarde, c'est un peu comme le Viper dans Battlestar Galactica. C'est une machine qui est très simple. Moteur, fuselage, et puis un peu d'armement. Le X-Wing, derrière, on oublie qu'on a le R2D2, qui est l'intelligence artificielle qui vient aider le pilote dans la conception du combat aérien et puis l'action militaire. De plus en plus, nos avions de combat, qui ont longtemps été des biplaces, le copilote à l'arrière est remplacé par une intelligence artificielle. Le plus souvent, le F-35 n'existe qu'en monoplace, et le SCAF que vous avez au milieu, qui devrait être un projet franco-allemand, lui fait appel à l'intelligence artificielle. Et des fois, l'intelligence artificielle est externalisée à un drone qui accompagne l'avion de combat, comme il y avait eu dans le film Furtif, où par exemple on a le Neuron qui escorte le Rafale pour l'exécution de missions de longue durée. Sur cette évolution, d'ailleurs, sur cette évolution, c'est assez marrant quand on discute avec des pilotes de chasse. Avant, on va dire l'aristocratie, quand on était sur du biplace, c'est-à-dire pilote-copilote, l'aristocratie vraiment de la chasse, c'était celui qui pilotait. Celui qui était derrière, c'était le Sherpa qui poussait des boutons, en gros. Progressivement, aujourd'hui, quand on discute avec... Alors évidemment, les pilotes ne diront jamais ça, mais progressivement, on a une inversion. C'est-à-dire que le pilote, c'est le chauffeur, hein, c'est le mec qui a le manche, mais en gros, c'est Uber. Hein. Et puis le vrai patron dans l'avion, c'est plus celui qui pilote, c'est celui qui est derrière. Qui gère les systèmes. Et qui gère les systèmes. Et qui un jour, alors là on n'en parle même pas avec les pilotes, peut-être un jour, il n'y aura plus personne pour gérer les systèmes qui s'auto-gèreront. Mais effectivement, il y a une bascule qui est assez intéressante où on n'est pas loin du R2D2. Pour l'instant, c'est un humain. Combien de temps ce sera un humain? Il y a un grand débat, notamment avec le SCAF, puisqu'aujourd'hui, on est sur des systèmes, dans des projections sur des systèmes mutualisés, c'est-à-dire que c'est plus un avion avec un pilote, c'est un système complet avec des nuées de drones, avec des avions qui volent ensemble, etc., etc. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a un test en vraie grandeur d'un certain nombre d'idées de ce genre, le rôle de l'intelligence, etc. Ça s'appelle la guerre en Ukraine. Et il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles des pays comme la France ou l'Angleterre fournissent, ou l'Allemagne, etc., fournissent du matériel, c'est que c'est un champ de test en vraie grandeur extrêmement efficace. C'est pas seulement par bonté d'âme, c'est aussi parce que plus tard, quand on essaiera de vendre ces systèmes à un certain nombre de pays, on leur dira, vous avez vu en Ukraine quand même, ça a vachement bien fonctionné, hein, donc à ce moment-là, on aura des clients. Non mais c'est un problème un petit peu effectivement embêtant, mais un certain nombre de concepts qui étaient relativement théoriques, des concepts de guerre à base de drones, des concepts de nuages de micro-drones qui attaquent les trucs, y compris des histoires de bricolage. Il faut savoir que les Ukrainiens, par exemple, ont acheté des drones que vous achetez sur Amazon à 100 balles, vous savez, l'espèce de tout petits trucs comme ça, et ils ont mis en place des petits machins où ils y accrochent une grenade, ils survolent comme c'est pratiquement silencieux un char, dès que le char s'ouvre, le mec lâche la grenade qui tombe dans le trou. Vous voyez, c'est con, mais c'est vraiment le degré zéro du bombardement, mais vous avez des petits malins qui ont développé ce genre de choses. Et donc toutes ces technologies, ces nuages de drones, ces manières de piloter d'une certaine façon, etc., ont été en quelque sorte mis en application, mis en test sur le champ de bataille de l'Ukraine. Avec des résultats assez souvent étonnants. Et évidemment, ça a surpris un petit peu les Russes qui, eux, ne s'attendaient pas à ce qu'on joue à ça. Puis une petite dernière slide aussi, on pense souvent, alors ils ont souvent ce second rôle, la science-fiction. Ce sont les bêtes de somme aéronautiques, celles qui transportent soit les explorateurs, soit les combattants, sur les planètes, ou des fois entre les planètes aussi. Donc je pense notamment, vous avez le Raptor dans Battlestar Galactica, en dessous un transporteur, c'était dans une série qui s'appelait Espèce 2063, peut-être certains ont déjà vu, dans les années 90. Et puis en haut, on a les multirotors d'Avatar,
Juste en dessous, je vous ai mis le Citybus d'Airbus, qui est aussi un multirotor et qui montre un petit peu ce que peut être demain l'avion, l'aéronef qui supplantera potentiellement l'hélicoptère. Les hélicoptères un peu classiques, vous avez Caracal qui est basé à Cazaux, celui-là. Et puis les itérations à venir, notamment Bell, l'américain Bell qui développe le V280 Valor que vous avez juste en dessous. Avion convertible, on est à la fois sur un avion et un hélicoptère. Il décolle comme un hélicoptère, souvent il vole comme un avion, mais il peut faire le contraire. Voilà. Et avec les moteurs qui basculent sur le devant, le V22 Osprey qui a ouvert la voie. Et juste en dessous, vous avez, ça c'est quelque chose qui devrait être présenté l'année prochaine, le Racer d'Airbus Hélicoptère, donc qui reprend un peu ces formules-là. Et tout cela ont l'ambition de remplacer par exemple des machines vénérables comme l'écureuil, qui est aujourd'hui l'hélicoptère parfait, on va dire, puisqu'il arrive à faire le transport touristique, le transport de VIP, le chantier là ici dans les Pyrénées sur le pic du Midi. Donc est-ce que ces machines-là auront justement cette dimension-là? Volocoptère ici qui a ce qu'on appelle les eVTOL, les taxis volants qui devraient voler aussi durant les Jeux 2024, donc ça va remplacer aussi ces missions-là. Mais est-ce qu'on aura toute cette capacité de supplanter des machines qui aujourd'hui sont éprouvées? Il faut savoir que certaines villes et certains pays, certaines grandes villes en particulier, Singapour, Hong Kong, etc., envisagent de supprimer une partie de leur trafic de voitures pour le remplacer par un trafic 3D, en quelque sorte, de véhicules type hélico. Et en disant, par exemple, Singapour vous dit, je vais immatriculer 5 millions de voitures qui auront le droit de circuler, et pas plus. Donc, il va falloir transporter d'autres personnes. Le seul inconvénient, pour l'instant, c'est économiquement pas rentable de faire ce genre d'hélicoptère, etc. Mais si vous mettez suffisamment de pression et suffisamment de gens qui l'achètent, ça va le devenir. Il faut savoir que dans les années 30, l'avion n'était pas économiquement rentable. Il l'est largement devenu. Donc, c'est juste que nous vivons des périodes où les pressions nous obligent à changer les choses. Un exemple aussi de pression, vous connaissez ça très bien sur Bordeaux, il y a de plus en plus d'incendies. Il y aura de plus en plus d'incendies. Il y aura de plus en plus d'endroits où on aura besoin d'une surveillance aérienne avec des machins qui lâcheront de l'eau. On n'en a pas assez. Mais il va falloir peut-être développer un type d'avion spécialement pour ça et trouver un moyen de le remplir. Parce que ce ne sera pas très facile de le remplir dans les lacs, ils seront de plus en plus asséchés. Donc il va falloir réfléchir à tout ça et ça va développer un nouveau type de produit aussi également. Donc vous voyez, on a des interrogations qui sont dues au fait que la société change beaucoup, beaucoup plus vite que nous, les avionneurs, nous savons répondre. Donc si on n'anticipe pas, et si on n'a pas cette espèce de réflexe de science-fiction de se dire dans 20 ans ça va être ça, on se plante. Et donc il y a des tas de choses qui sont lancées depuis pas mal de temps qui vont aboutir. Et on les a lancées au début des années 2000, avant même que la question se pose, et je crois qu'on a eu raison. Je vous propose peut-être à chacun une phrase de conclusion, parce que j'ai compris pourquoi il n'y a pas de conférence. Il y a des questions. Parce que le cinéma reprend à 13h. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a Top Gun, ouais. Ce que je vous propose, c'est peut-être une phrase de conclusion rapide chacun, et ensuite les questions. Je vous propose de les prendre avec le public, on n'est pas très nombreux, donc on sortira de la salle, et puis les questions, vous les aurez directement entre vous. Ça vous convient? Très bien. Oui, dehors. Moi je passe mon tour. Phrase de conclusion. C'était une belle phrase de conclusion, Jean-Claude. Moi je passe mon tour. Ouais, non, ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, c'est qu'on voit bien, il y a plein de briques technologiques, il y a plein de bonnes volontés aussi. Aujourd'hui, il faut arriver aussi à créer un récit, à écrire un récit de ce que va être l'aéronautique, le spatial et la défense de demain. Donc pour ça, la science-fiction a toute sa place, pour réenchanter le grand public et essayer de recréer une histoire qui réponde aux enjeux sociétaux de demain, qui permet de remobiliser, remotiver les jeunes de rejoindre notre filière. Et puis essayer de casser ce conservatisme qui s'est trop ancré ces 30 dernières années. C'est ça pour moi la passerelle qu'il faut faire avec la science-fiction et qui doit être faite. C'est ça, tout à fait ça. Bon, en conclusion, effectivement, je rejoins ce que dit Adrien, c'est aujourd'hui, quand on regarde les grands classiques de la science-fiction, ou même des auteurs plus récents, on a quand même encore énormément de machines qui volent, même s'il y a des tendances d'avoir de la science-fiction, on a de la techno, une tendance de la science-fiction avec de la zéro techno ou de la techno très, très low-tech. Mais bon,
les grands classiques, on a beaucoup de choses qui volent, donc je pense qu'on va encore voler de nombreuses années, mais il y a effectivement plein de modèles à réinventer. Il y a une rupture technologique ou un saut quantique technologique à imaginer sur les 20 prochaines années, mais quand on voit les sauts quantiques qui ont été faits en 20-30 ans suite à des crises, on peut être quand même raisonnablement optimiste pour la suite des aventures de la filière aéronautique. Merci à vous trois. Donc la partie questions à l'extérieur de la salle. D'accord. Merci. Merci. On part avec vous. Merci.